Plongeons dans l'histoire du jour, qui nous vient de la région parisienne. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple course au supermarché près de Paris puisse déclencher une révélation qui ferait voler en éclats mes années de lutte silencieuse. Je m'appelle Élise, j'ai 34 ans, je suis une mère célibataire qui cumule 3 emplois épuisants juste pour réussir à joindre les deux bouts. L'air à la caisse du Monoprix chic me semblait suffocant alors que je comptais frénétiquement les billets froissés sortis de la poche de mon uniforme pour payer les courses hors de prix. Ma mère se tenait à côté de moi, observant mes mains tremblantes avec une intensité qui me tordait l'estomac d'anxiété. J'ai essayé d'esquisser un faible sourire en tendant à la caissière une liasse de billets, je voulais prouver que je pouvais m'en sortir seule. Elle a soudainement tendu la main pour saisir mon poignet avant que je puisse finaliser le paiement. Le bruit du magasin bondé a semblé s'estomper alors qu'elle me regardait droit dans les yeux avec une profonde confusion. « Pourquoi paies-tu en espèces alors que tu as la carte infinite que je t'ai envoyée ?» Mon cœur a cessé de battre une seconde, car ces mots n'avaient absolument aucun sens pour moi. Je l'ai dévisagé, le regard vide, tandis que la caissière attendait maladroitement que nous réglions le paiement. Ma mère a baissé la voix pour demander « Élise, où est la carte noire avec la limite mensuelle de 5 000 € que je t'ai envoyée pour toi et ton fils ?» Mes genoux ont presque fléchi alors que l'horrible vérité commençait à m'apparaître, là, dans la file d'attente. Si cette trahison choquante vous brise le cœur, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de drames familiaux réels. Partagez dans les commentaires ce que vous feriez si vous découvriez qu'un membre de votre famille avait volé votre vie. Pour vraiment comprendre le choc paralysant que j'ai ressenti à la caisse, vous devez revenir sur l'arrangement qui a régi mon existence au cours des 6 derniers mois. Je suis arrivée en région parisienne avec seulement 2 valises et mon fils de 5 ans, Léo, après un divorce brutal qui m'a laissé émotionnellement et financièrement anéantie. Ma sœur aînée, Camille, était la seule personne vers qui je pouvais me tourner, car je croyais que la famille était le seul filet de sécurité qui ne romprait jamais. Elle nous a accueillis dans son appartement avec un sourire que je voulais désespérément interpréter comme une chaleur sincère plutôt qu'un calcul. Camille a immédiatement mis en place un système strict pour notre cohabitation, affirmant qu'elle devait me protéger de mes propres mauvais jugements financiers. Elle a insisté pour gérer tous les investissements à long terme et la communication avec notre mère, pendant que je me concentrerai uniquement sur la génération de liquidités pour notre survie quotidienne. Le premier soir, Camille m'a assise pour m'expliquer que maman était soi-disant furieuse de mon divorce et avait décidé de couper tout soutien financier pour me donner une leçon. J'ai ressenti un poids écrasant de culpabilité, pensant que mon échec personnel avait aliéné la femme qui m'avait élevée. Camille a promis d'arranger les choses à terme, mais m'a prévenu que je devais prouver mon indépendance pour regagner le respect de la famille. J'ai accepté ces conditions sans poser la moindre question, car mon estime de moi était déjà en miettes à cause de la procédure de divorce. La réalité de prouver ma valeur signifiait adopter un emploi du temps infernal qui ne me laissait ni le temps de réfléchir ni de remettre la situation en question. Ma journée commençait bien avant que le soleil ne se lève sur les toits de Paris, avec une alarme stridente à 4 heures du matin. Je travaillais comme agent d'entretien dans une tour de bureau à La Défense, où je nettoyais des toilettes et vidais des poubelles pour des gens qui ne connaîtraient jamais mon nom. L'odeur de javel industriel est devenue une partie permanente de ma peau et me piquait le nez même après la douche. Je devais me dépêcher de rentrer à l'appartement avant 7 heures pour préparer Léo pour l'école maternelle avant de filer directement à mon deuxième travail. L'humiliation silencieuse de nettoyer derrière des inconnus était quelque chose que j'enfouissais profondément en moi pour continuer. Je passais le coup de feu du midi à servir dans une brasserie animée où les pourboires étaient maigres et les clients souvent exigeants. Mes pieds gonflaient dans mes chaussures antidérapantes bon marché alors que je portais de lourds plateaux de nourriture grasse pendant 8 heures d'affilée sans véritable pause. Chaque euro que je gagnais grâce à ces services épuisants allait directement dans le bocal sur le comptoir de la cuisine que Camille utilisait pour nos courses et nos charges. Elle me disait que ma contribution effleurait à peine la surface de ce que coûtait le fait d'héberger 2 personnes supplémentaires dans son espace. J'acceptais son explication sans hésiter, car je n'avais plus l'énergie de discuter ou de calculer les factures réelles. Les conditions de vie dans l'appartement me rappelaient constamment mon statut de seconde zone entre ces murs. Camille occupait la spacieuse chambre principale, qu'elle maintenait climatisée à un parfait 20 degrés Celsius tout au long de l'été étouffant de la région parisienne. Elle dormait sur un matelas moelleux avec des draps de luxe tandis que Léo et moi étions relégués au salon.
Nous dormions sur un canapé en cuir collant qui irradiait la chaleur et rendait presque impossible une nuit de sommeil réparatrice. La bouche d'aération de la climatisation dans le salon était commodément cassée, selon Camille, si bien que l'humidité stagnait dans l'air chaque nuit. Je me réveillais souvent trempée de sueur et je voyais la lumière bleue de la télévision scintiller sous la porte de la chambre de Camille. Elle prétendait rester éveillée tard pour faire des recherches sur les actions et gérer ses investissements en ligne afin de garantir notre avenir. Je n'ai jamais osé frapper ou demander comment allaient les investissements, car elle m'aurait répondu sèchement que j'étais trop simple d'esprit pour comprendre la haute finance. La disparité entre son confort et notre lutte était quelque chose que j'acceptais comme le prix de sa générosité de nous avoir accueillis. Je me disais que dormir sur un canapé chaud valait mieux que d'être à la rue et que je devais juste travailler plus dur pour arranger ma vie. 3 mois après le début de cette routine épuisante, les fissures de mon endurance silencieuse ont commencé à s'élargir en gouffres béants que je ne pouvais plus ignorer ou rafistoler avec de faux espoirs. L'équilibre précaire que je luttais pour maintenir s'est complètement effondré un mardi matin alors que je me dépêchais de préparer Léo pour la grande section de maternelle. Je me suis agenouillée pour l'aider à lasser ses baskets et j'ai senti mon cœur se briser quand j'ai vu son gros orteil dépasser d'un trou dans la toile usée. La semelle en caoutchouc se décollait du tissu comme une feuille morte, car c'étaient les mêmes chaussures qu'il portait depuis que nous avions quitté son père. J'ai essayé d'utiliser un marqueur noir pour colorier sa chaussette afin que le trou soit moins visible, mais la honte d'envoyer mon enfant à l'école en haillons était physiquement douloureuse. J'ai attendu que Léo soit en sécurité dans le bus scolaire avant de retourner à l'appartement pour affronter la réalité financière qui nous étranglait. Camille était assise à l'îlot de la cuisine, sirotant un café glacé coûteux tout en faisant défiler sa tablette avec un air d'indifférence détendue. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes mains tremblantes, car lui demander de l'argent, c'était comme entrer dans la fosse aux lions. J'ai expliqué que Léo avait besoin de nouvelles chaussures immédiatement et j'ai demandé si je pouvais retirer seulement 50 € des fonds qu'elle prétendait épargner pour nous. Camille n'a même pas levé les yeux de son écran en laissant échapper un ricanement sec et méprisant qui m'a fait tressaillir. Elle a finalement levé les yeux vers moi avec un mélange de pitié et de dégoût qui m'a fait me sentir incroyablement petite. « Tu as vraiment le culot de me demander de l'argent alors que tu couvres à peine ta part des charges, Élise. » Sa voix était calme, mais chargée de venin alors qu'elle énumérait toutes les dépenses imaginaires qu'elle était censée couvrir pour nous. J'ai essayé de rétorquer que je lui avais donné chaque centime de mes pourboires, mais elle m'a interrompu d'un geste de sa main manucurée. « Arrête d'être une profiteuse et apprends à mieux gérer ta vie, parce que jeter l'argent par les fenêtres, c'est pour ça que tu es une mère célibataire sans rien à ton nom. » J'ai quitté l'appartement avec des larmes me piquant les yeux, car je savais que toute discussion supplémentaire ne mènerait qu'à des menaces de nous mettre à la porte. J'avais besoin d'argent pour ces chaussures, immédiatement. J'ai donc téléchargé une application de livraison de repas et je me suis inscrite comme livreuse pendant les dangereuses heures de fin de soirée. Mes nuits se sont transformées en un flou de navigation dans des quartiers inconnus et souvent mal éclairés de la banlieue parisienne pour livrer de la restauration rapide à des inconnus. Je traversais des zones où des gens traînaient au coin des rues et où les lampadaires étaient cassés, priant pour que ma vieille voiture ne tombe pas en panne dans le noir. L'épuisement de cumuler 3 emplois s'est installé profondément dans mes os, rendant mes membres lourds comme du plomb chaque fois que je montais les escaliers pour retourner à l'appartement. L'isolement s'est aggravé quelques semaines plus tard, lorsque je suis rentrée tôt entre 2 services et que j'ai aperçu une épaisse enveloppe bleue sur le comptoir. Mon cœur a bondi car j'ai immédiatement reconnu l'écriture élégante et bouclée de maman. J'ai tendu la main pour la saisir avec une vague d'espoir, mais Camille l'a arrachée avec une vitesse fulgurante avant que mes doigts ne puissent effleurer le papier. Elle l'a jetée nonchalamment dans la poubelle en me disant que ce n'était qu'une autre offre de carte de crédit adressée à l'ancien locataire. Tu devrais vraiment arrêter de faire une fixation sur le courrier, Élise, parce que maman est trop occupée à profiter de sa retraite pour écrire des lettres à une déception. Son contrôle s'étendait de manière terrifiante aux quelques interactions numériques que j'étais autorisée à avoir avec notre mère. Chaque dimanche soir, Camille lançait un appel vidéo avec maman, mais la mise en scène était toujours soigneusement orchestrée pour cacher notre réalité. Elle tenait le téléphone elle-même, inclinant la caméra de manière à ne montrer que nos visages souriants et aucune des conditions de vie exiguës. Avant d'appuyer sur le bouton de connexion, elle se penchait près de mon oreille et murmurait une menace glaçante qui me figeait le sang dans les veines. Si tu verses une seule larme ou dis un seul mot négatif sur la vie ici,
toi et Léo dormirez dans un foyer ce soir. Je forçais un sourire éclatant et douloureux sur mon visage lorsque l'image de maman apparaissait à l'écran, car j'étais terrifiée à l'idée de perdre le toit au-dessus de la tête de Léo. Maman demandait comment nous allions et je mentais effrontément tandis que Camille me surveillait avec l'intensité prédatrice d'un faucon. Je disais à maman que la recherche d'emploi se passait très bien et que Camille était un véritable ange de nous héberger. La douleur de mentir à la seule personne qui pouvait m'aider était atroce, mais la peur des représailles de Camille était bien plus forte. Je pouvais voir maman regarder mes yeux fatigués à travers l'écran pixelisé, mais Camille détournait rapidement la caméra pour parler de ses propres succès fictifs, coupant court à toute chance pour moi de signaler mon désarroi. Un mardi après-midi humide, le silence oppressant de l'appartement fut brisé par la sonnerie stridente du smartphone de Camille posé sur l'îlot de la cuisine en marbre. J'étais en train de plier une corbeille de linge sur le sol du salon quand j'ai vu Camille jeter un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le sang quitter instantanément son visage habituellement si calme. Elle répondit d'une voix tremblante qui ne ressemblait en rien au ton impérieux qu'elle utilisait avec moi, offrant des salutations polies avant de tomber dans un silence stupéfait pendant que son interlocuteur parlait. Camille a mis fin à l'appel et m'a regardé avec de grands yeux terrifiés qui signalaient une catastrophe imminente qui allait perturber notre fragile écosystème. Maman a décidé de prendre l'avion pour le week-end parce qu'elle a une escale à Paris et veut voir comment nous nous installons. La panique qui s'empara de ma sœur fut immédiate et la transforma de tyran léthargique en un tourbillon frénétique d'énergie nerveuse. Elle m'ordonna immédiatement d'appeler mes supérieurs à l'entreprise de nettoyage et à la brasserie pour demander un congé sans solde pour les 2 jours suivants afin que je puisse l'aider à désinfecter notre espace de vie. J'ai essayé de protester en disant que manquer des services signifierait perdre les pourboires dont j'avais besoin pour l'argent de la cantine de Léo, mais Camille m'a interrompu avec un regard qui promettait des représailles si je désobéissais. Elle passa les 48 heures suivantes à purger l'appartement de toute preuve qui trahissait son style de vie somptueux ou notre pauvreté désespérée. Je l'ai regardé avec confusion rassembler sa collection de sacs à main de créateur et sa machine à expresso coûteuse pour les enfermer dans le placard de rangement habituellement réservé au matériel d'entretien. Camille m'a fait frotter les plinthes et polir les fenêtres jusqu'à ce que mes bras me fassent mal, car elle voulait que l'appartement ait l'air respectable mais pas extravagant. Elle a enlevé les tirages d'art coûteux qu'elle avait achetés en ligne et les a remplacés par des décorations génériques qu'elle a sorties d'un carton pour créer une illusion de vie modeste. Une fois la transformation physique de l'appartement terminée, elle s'est attachée à construire le récit de ma vie. Elle m'a coincé dans la cuisine alors que j'essuyais les comptoirs et m'a agrippé les épaules avec une intensité douloureuse pour s'assurer que j'écoutais chaque mot. Tu dois lui dire que tu es complètement autonome et que je t'aide juste à te remettre sur pied, sans plus. J'ai hoché lentement la tête, car j'étais trop épuisée pour la combattre, mais elle a resserré sa prise pour souligner la gravité de ses instructions. Camille m'a fait répéter le scénario jusqu'à ce que je puisse réciter les mensonges sans bégayer ni détourner le regard. Elle a insisté sur le fait que si je me plaignais de l'argent ou de mes emplois, maman me verrait comme une ratée qui entraînait sa sœur brillante vers le bas. La peur d'être abandonnée par la seule famille qu'il me restait m'a fait accepter de participer à cette mascarade élaborée. Le vendredi soir venu, j'étais une boule de nerfs près de la porte, attendant le bruit d'une voiture s'arrêtant dans l'allée. Maman est arrivée avec cette élégance naturelle et cette chaleur qui m'avaient tant manqué pendant ces mois d'isolement. Elle est entrée dans l'appartement vêtue d'un tailleur en lin qui sentait la lavande et a immédiatement ouvert les bras pour nous étreindre toutes les deux. J'ai senti des larmes me piquer les yeux en me blottissant dans ses bras, car sa présence ressemblait à une sécurité que j'avais oubliée. Elle m'a tenu un long moment avant de se reculer pour m'examiner avec un froncement de sourcils de réelle inquiétude qui creusait son front. Mon Dieu, Élise, on dirait que tu n'as que la peau sur les os sous ce chemisier. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que j'avais sauté des repas pour m'assurer que Léo ait assez à manger, mais Camille est intervenue avant que je ne puisse émettre un son. Elle s'est placée entre nous avec un grand faux sourire collé sur son visage et a posé une main sur mon épaule. Elle essaie ce nouveau jeûne intermittent pour retrouver son corps d'avant-grossesse, maman. J'ai forcé un faible hochement de tête pour corroborer le mensonge, car je sentais les ongles de Camille s'enfoncer en guise d'avertissement dans ma peau à travers le tissu de ma blouse. Maman semblait peu convaincue par l'explication, mais a choisi de ne pas insister pour le moment en se tournant pour saluer Léo. La soirée s'est déroulée dans un flou de gaieté forcée, où je devais surveiller tout ce que je disais pour ne pas contredire la réalité fabriquée par Camille.
Nous avons mangé un dîner simple que Camille avait préparé pour donner l'impression que c'était notre repas habituel, bien que ce fût bien meilleur que la soupe en conserve que Léo et moi mangions d'ordinaire. Après que tout le monde se soit retiré pour la nuit, je suis restée éveillée sur le canapé inconfortable du salon, écoutant les bruits de l'appartement qui s'installaient dans le silence. J'ai entendu le craquement distinct du plancher venant de la chambre principale, suivi du bruit d'un objet lourd traîné sur le sol. On aurait dit que Camille déplaçait des meubles ou récupérait quelque chose du fond de son placard, maintenant qu'elle nous pensait tous endormis. Les bruits secrets ont continué pendant près d'une heure, provoquant un profond malaise dans mon estomac que je ne pouvais pas chasser. J'ai resserré la fine couverture autour de mes épaules et je me suis demandé ce que ma sœur cachait d'autre derrière la porte verrouillée de sa chambre. Tôt le lendemain matin, Camille a prétendu avoir une migraine invalidante qui l'empêchait de quitter le sanctuaire obscur de sa chambre. Elle est sortie brièvement, portant un masque de sommeil en soie sur son front pour annoncer de façon dramatique qu'elle avait besoin d'un silence absolu pour se remettre de la douleur qui lui fendait le crâne. Je soupçonnais qu'elle voulait simplement éviter de passer la journée avec maman. Ou peut-être qu'elle voulait l'appartement pour elle-même afin de se détendre sans faire semblant d'être occupée. Son refus de se joindre à nous signifiait que j'étais la seule à accompagner maman dans sa mission de remplir le réfrigérateur de nourriture de haute qualité pour Léo. Maman a insisté pour nous conduire au Monoprix, déclarant qu'un garçon en pleine croissance avait besoin de nutriments biologiques plutôt que des plats à bas prix que nous consommions pour survivre. Marcher dans les allées du supermarché haut de gamme, c'était comme entrer dans un pays étranger où les étiquettes de prix étaient de simples suggestions plutôt que des barrières. Maman poussait le chariot avec une énergie déterminée, y jetant des paquets de bœuf de Kobe et de baies biologiques qui coûtaient plus que ce que je gagnais en un service entier. Je la suivais avec un nœud d'anxiété grandissant dans mon estomac, calculant mentalement le total des articles qui s'accumulaient dans le chariot. J'ai essayé de suggérer des alternatives moins chères pour les fromages importés et les huiles de truffe spéciales, mais maman a balayé mes préoccupations d'un geste désinvolte qui m'a fait me sentir encore plus inadéquate. Elle semblait croire que j'étais simplement économe plutôt que réellement terrifiée par le chiffre final qui apparaîtrait sur l'écran de la caisse. Le moment de vérité est arrivé lorsque nous avons atteint la caisse et que l'employé a commencé à scanner la montagne de produits de luxe avec un bip rythmique et implacable. J'ai regardé l'affichage numérique grimper de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il se stabilise sur un total ahurissant d'un peu plus de 650 €. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable alors que je fouillais dans mon sac pour récupérer l'enveloppe où je gardais les pourboires en espèces que j'avais péniblement économisés pour les urgences. J'ai commencé à compter les billets de 5 € froissés et les pièces de monnaie sur le tapis roulant, tandis que les gens derrière nous soupiraient avec une impatience audible. La honte de payer de tels articles de luxe avec de l'argent sale et fripé me brûlait le visage d'une humiliation à laquelle je voulais échapper. Maman a observé ma lutte pendant quelques secondes avant de tendre la main pour couvrir fermement la mienne, m'empêchant de poser un autre billet sur le comptoir. Elle m'a regardé avec un mélange de confusion et d'irritation qui a tranché mon embarras comme un couteau. « Range ces billets tout de suite, je ne comprends pas à quel jeu tu joues avec moi, Élise. » J'ai levé les yeux vers elle, les larmes me piquant les paupières, car je ne voyais pas comment elle s'attendait à ce que je couvre une dépense aussi énorme. « Je n'ai pas d'autre moyen de payer ça, maman. Alors s'il te plaît, laisse-moi gérer. » Elle a froncé les sourcils et s'est penchée plus près pour murmurer afin que la caissière n'entende pas notre dispute familiale privée. « Où est la carte noire avec la limite mensuelle de 5 000 € que je t'ai envoyée il y a 6 mois ? » La question est restée suspendue dans l'air entre nous comme un objet physique que je ne pouvais pas comprendre, peu importe mes efforts. Je l'ai regardée, le regard vide, car je n'avais absolument aucune idée de ce dont elle parlait. « De quelle carte parles-tu, maman ? » La couleur a quitté son visage alors qu'elle réalisait que ma confusion était authentique et non un acte de défi. « Je t'ai envoyé un colissimo prioritaire contenant une carte American Express noire pour toi et Léo exactement 2 semaines après ton arrivée à Paris, dit-elle d'une voix qui commençait à trembler de colère montante. Camille m'a confirmé par téléphone qu'elle avait signé pour la livraison et l'avait remise directement entre tes mains le même après-midi. Le monde a semblé basculer sur son axe alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient dans mon esprit avec une clarté écœurante. J'ai réalisé à ce moment horrible que le confort dont jouissait Camille pendant que je nettoyais des toilettes était financé par l'argent même que maman avait destiné à ma survie.
Maman m'a fixé un instant de plus avant que son expression ne se durcisse en un masque de fureur froide et terrifiante que je n'avais jamais vu diriger contre qui que ce soit auparavant. Elle s'est tournée vers la caissière déconcertée et a abandonné tout le chariot de courses en sachet sans une seconde de pensée pour le dérangement. Nous partons tout de suite, car il y a eu un vol massif qui nécessite une attention policière immédiate. Elle m'a attrapé par le bras avec une poigne d'acier et m'a pratiquement traîné hors du magasin vers le parking. Ses mouvements étaient alimentés par la prise de conscience que son autre fille lui mentait en face depuis 6 mois pendant que je souffrais en silence. Monte dans la voiture, Élise, parce que nous retournons à cet appartement pour tirer cette affaire au clair immédiatement. Le trajet de retour à l'appartement fut silencieux et terrifiant, la tension à l'intérieur de la berline de luxe s'épaississant à chaque kilomètre que nous passions sur le périphérique. Maman agrippait le volant en cuir avec une telle intensité que je craignais que le matériau ne se fissure sous la pression de sa rage contenue. J'étais assise, paralysée sur le siège passager, tandis que mon esprit tourbillonnait dans un chaos de confusion et d'horreur naissante concernant les 6 derniers mois de ma vie. La révélation au supermarché avait arraché le bandeau que je portais, me laissant me demander quels autres mensonges avaient été construits pour me maintenir soumise et démunie. Nous nous sommes garés sur le parking de la résidence et maman a coupé le moteur sans dire un mot avant de marcher d'un pas déterminé vers l'escalier. Je me suis dépêchée de suivre son rythme rapide, mes mains tremblantes cherchant les clés de l'appartement enfouies au fond de mon sac. Nous avons atteint la porte d'entrée et j'ai à peine réussi à glisser la clé dans la serrure avant que maman ne me bouscule pour ouvrir la porte avec une force qui a fait vibrer le cadre. Je m'attendais à trouver un appartement sombre et silencieux pour accommoder la migraine de Camille, mais la réalité qui nous a accueillis était une cacophonie de bruit et de négligence. Les sons agressifs d'explosions et de tirs d'un jeu vidéo rugissaient à travers les haut-parleurs du salon à un volume qui faisait trembler les murs fins. Sous ce chaos numérique, j'ai entendu un son qui a glacé mon sang et a envoyé une décharge d'adrénaline dans mes veines. Mon instinct maternel a pris le dessus instantanément et j'ai sprinté vers la cuisine d'où provenaient les sanglots déchirants. Je me suis figée sur le seuil en assistant à une scène qui entra mes cauchemars pour le reste de ma vie. Léo était assis sur le lino froid à côté de la poubelle débordante, des larmes coulant sur ses joues rouges et maculées. Il serrait dans sa main une croûte de pizza rassis qu'il avait pêchée dans les ordures et essayait de la mâcher pour apaiser les douleurs de la faim dans son petit estomac. Il a levé vers moi de grands yeux désespérés, remplis de confusion et de misère. J'avais si faim, maman, mais tata Camille ne voulait pas se réveiller pour me donner à déjeuner. Je suis tombée à genoux et j'ai arraché la croûte sale de ses mains avant de le serrer dans mes bras pour sangloter dans ses cheveux. Maman se tenait derrière moi, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, et laissa échapper un hoquet d'horreur étranglé qui se transforma rapidement en un grognement de pure fureur maternelle. Elle a tourné les talons et s'est précipitée dans le salon où la source de cette négligence était en plein combat virtuel. Camille était confortablement affalée sur le canapé en cuir, portant un casque de jeu professionnel qui bloquait complètement les pleurs de son neveu dans la pièce voisine. Elle criait des ordres dans son microphone tout en manœuvrant agressivement une manette avec une dextérité qui ne suggérait certainement pas qu'elle souffrait d'une migraine. Maman s'est approchée et a arraché le cordon d'alimentation de la télévision directement de la prise murale, plongeant la pièce dans un silence soudain et assourdissant. Camille a poussé un cri de surprise et a sauté du canapé en arrachant son casque dans la panique. Elle nous a regardés avec de grands yeux en essayant de se ressaisir et de composer un masque de douleur. « Vous êtes rentré si tôt. » J'essayais juste de me distraire de ma douleur à la tête avec un petit jeu. Son excuse tomba à plat dans l'air lourd de la pièce alors que maman la dévisageait avec un regard de dégoût absolu qui aurait pu faire faner une fleur. Sans perdre un souffle en discussion, maman s'est retournée et a marché droit vers la porte de la chambre principale que Camille gardait toujours strictement verrouillée. Camille a grimpé par-dessus le dossier du canapé dans une tentative désespérée de l'intercepter. Mais maman était animée par une adrénaline irrésistible. « Ne pense même pas à te mettre en travers de mon chemin maintenant, à moins que tu ne veuilles expliquer à la police pourquoi un enfant mange dans les poubelles. » Camille s'est figée net à la mention de la police, permettant à maman de la dépasser et d'ouvrir la porte de la chambre qui avait été laissée déverrouillée par la négligence de Camille. J'ai porté Léo dans le couloir juste à temps pour voir maman saccager la pièce avec une précision méthodique qui m'a terrifiée. Elle est allée droit sous le lit king size et en a sorti une grande et lourde boîte à chaussures couverte d'une couche de poussière.
Camille a laissé échapper un gémissement de défaite depuis le salon alors que maman arrachait le couvercle de la boîte pour révéler les secrets cachés à l'intérieur. La boîte débordait de reçus froissés de grands créateurs comme Gucci et Louis Vuitton, ainsi que de plusieurs bouteilles vides de vodka premium qui coûtaient plus que ma contribution mensuelle au loyer. Maman a plongé sa main dans le tas de papiers incriminants et a sorti une élégante enveloppe noire qui avait été déchirée et jetée au fond. Elle a glissé la main à l'intérieur et a récupéré une lourde carte en titane noire qui brillait de manière sinistre sous les lumières de la chambre. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux, en brandissant la carte American Express Centurion sur laquelle mon nom était clairement gravé. Elle a volé ta vie, une transaction à la fois, tout en te regardant récurer des sols pour survivre. La vue de mon nom sur la carte qui avait financé la vie de luxe de Camille pendant que mon fils mourait de faim a brisé quelque chose en moi pour toujours. Camille se tenait figée sur le seuil, le visage pâle comme un linge, ses yeux passant frénétiquement de la boîte débordante de preuves à l'expression furieuse de notre mère. Maman ne lui a pas laissé une seule seconde pour formuler un mensonge avant de lever le bras et de lancer la poignée de reçus froissés et la carte en titane noire directement au visage de Camille. Le papier pleuvait autour de sa silhouette tremblante comme des confettis, tandis que la lourde carte en métal heurtait sa clavicule avec un bruit sourd avant de tomber sur le parquet. Maman a enjambé le désordre qu'elle avait créé pour combler la distance entre elles jusqu'à ce qu'elle hurle directement au visage terrifié de Camille. Explique-moi ça tout de suite, parce que je veux savoir pourquoi ta sœur nettoie des toilettes à 4 heures du matin pendant que tu vis comme une reine avec son argent. Camille a tressailli comme si elle avait été frappée, mais a rapidement essayé de retrouver son sang-froid en se redressant et en arborant son meilleur masque d'indignation vertueuse. Elle a enjambé la carte de crédit tombée avec un éternuement dédaigneux et a croisé les bras sur sa poitrine dans une posture défensive qui m'a exaspérée. Je gardais juste la carte en lieu sûr parce que nous savons tous qu'Élise est émotionnellement instable depuis le divorce et aurait tout dépensé en bêtises. Elle m'a regardé avec un rictus de pur mépris, comme si j'étais la méchante dans ce scénario pour avoir découvert son vol massif. Je la protégeais de son propre mauvais jugement parce qu'elle n'a aucune idée de comment gérer la richesse ou s'occuper correctement d'un foyer. J'ai senti une vague de fureur froide monter dans ma poitrine, qui a finalement consumé la peur et l'intimidation avec lesquelles j'avais vécu ces 6 derniers mois. J'ai avancé pour me tenir à côté de maman et j'ai pointé un doigt tremblant vers la cuisine où Léo se remettait encore de sa faim. Tu prétends nous protéger alors que mon fils mangeait des ordures parce que tu étais trop occupé à jouer aux jeux vidéo pour le nourrir. J'ai sorti de ma poche le smartphone de Camille, que j'avais confisqué plus tôt pour vérifier l'heure, et j'ai déverrouillé l'écran pour révéler la notification que j'avais vue quelques instants auparavant. J'ai tenu l'écran lumineux devant son visage pour qu'elle puisse voir la confirmation de transaction pour un achat de 500 € de monnaie virtuelle qui avait été traité il y a moins d'1 heure. Tu as laissé ces chaussures tomber en morceaux et tu as refusé de me prêter 50 € alors que tu dépensais 10 fois ce montant en pièces numériques pour ton monde virtuel. Camille a ouvert la bouche pour argumenter, mais maman l'a fait taire d'un regard si glacial qu'il semblait aspirer l'oxygène de la pièce. Maman a sorti son propre téléphone de son sac et a composé un numéro avec des mouvements délibérés, sans jamais quitter des yeux la fille qu'elle ne reconnaissait plus. Elle a parlé dans le récepteur d'une voix d'acier pour demander la présence immédiate de la police nationale à notre adresse. Elle a ensuite passé un deuxième appel à l'avocat de la famille pour s'assurer que toutes les voies légales seraient poursuivies jusqu'au bout, sans tenir compte du lien familial. Camille a vu la prise de conscience de ses conséquences s'installer, et son arrogance s'est finalement effondrée en une flaque de sanglots désespérés et laids. Une éternité a semblé s'écouler avant que les gyrophares bleus des voitures de police n'illuminent la fenêtre de notre salon et que les agents n'envahissent l'appartement. Ils ont constaté le contraste saisissant entre les articles de luxe dans la chambre de Camille et le couchage de fortune que Léo et moi avions enduré dans le salon. Maman a remis les relevés de cartes de crédit et la boîte de reçus à l'officier principal en expliquant la situation avec une précision calme qui masquait son chagrin. L'officier a écouté attentivement avant de s'approcher de Camille pour l'informer qu'elle était placée en état d'arrestation pour vol d'identité aggravé et mise en danger d'enfant. La gravité des accusations a semblé vider la pièce de son air alors que Camille réalisait que sa manipulation avait finalement atteint une impasse. Les officiers ont saisi les poignets de Camille pour les lui passer dans le dos, et le clic métallique des menottes a résonné bruyamment dans l'appartement silencieux. Le son a fait disjoncter quelque chose en Camille, et elle a commencé à hurler avec une intensité féroce qui a fait gémir Léo dans mes bras.
Elle a tordu son corps pour me foudroyer du regard avec des yeux noirs de haine pendant que les officiers la traînaient vers la porte ouverte. Espèce d'ingrate. Je t'ai donné un toit et c'est comme ça que tu me rembourses. Elle a crié des obscénités et des malédictions qui reflétaient la véritable laideur de son caractère, tout en m'accusant de ruiner sa vie par jalousie. Maman se tenait sur le seuil et regardait les officiers pousser Camille à l'arrière de la voiture de patrouille sans verser une seule larme pour la femme qui nous avait si profondément trahis. Elle a attendu que les cris cessent et que la portière de la voiture claque avant de livrer son verdict final à l'espace vide où Camille s'était tenue. Tu n'es plus ma fille, car la famille ne s'attaque pas aux personnes vulnérables pour nourrir sa propre cupidité. J'ai regardé la voiture de police s'éloigner et j'ai senti les lourdes chaînes de l'obligation et de la culpabilité se briser enfin en poussière à mes pieds. Le cauchemar était enfin terminé, et le silence qui a suivi était le plus beau son que j'ai jamais entendu. 6 mois plus tard, la chaleur oppressante de la région parisienne s'était transformée en une brise d'automne fraîche qui a finalement balayé l'humidité persistante et les souvenirs de mon été de misère. Je me tenais dans la cuisine ensoleillée de ma nouvelle maison de ville et je fredonnais une douce mélodie tout en pétrissant une fournée de pain au levain sur le comptoir en granit. L'odeur de la levure et de la cannelle chaude remplissait l'air, créant une atmosphère réconfortante à des années-lumière de la puanteur de javel industriel qui collait autrefois à ma peau. Ouvrir ma propre petite boulangerie-pâtisserie avait été un rêve de toute une vie que j'avais enterré sous le poids de la survie. Mais maintenant, c'était ma belle réalité grâce au fonds que maman m'avait aidé à récupérer. Léo est entré en courant par la porte de derrière avec de la boue sur les genoux et un sourire éclatant et contagieux qui atteignait ses yeux, ne ressemblant en rien à l'enfant affamé qui pleurait sur le sol de la cuisine. Ma meilleure amie Sophie est arrivée quelques instants plus tard, portant un bouquet vibrant de tournesol et une bouteille de jus pétillant pour célébrer mon premier mois d'activité rentable. Nous nous sommes assises sur le salon de jardin que j'avais acheté avec mon propre argent et nous avons ri librement sans nous soucier de réveiller un tyran endormi dans la pièce voisine. Sophie m'a serré la main sur la table et m'a dit à quel point elle était fière de me voir me tenir à nouveau droite après m'avoir vue m'effacer si longtemps dans l'ombre de ma sœur. Avoir une amie qui offrait un soutien sincère sans rien demander en retour était un changement rafraîchissant qui a aidé à guérir les problèmes de confiance que j'avais développés. Nous avons trinqué à de nouveaux départs en regardant Léo jouer dans le tas de feuilles mortes dans le jardin, en sécurité dans une maison qui nous appartenait vraiment. Pendant que je construisais un avenir défini par la paix et la sécurité, Camille payait le prix fort pour le style de vie volé qu'elle avait apprécié à nos dépens. Le système judiciaire avait été assez clément pour lui accorder une peine avec sursis plutôt que de la prison ferme, mais les conséquences sociales étaient une prison à part entière. Je l'ai vue une fois depuis la fenêtre de ma voiture alors que je me rendais chez un fournisseur près de l'autoroute. Elle portait un gilet de sécurité orange vif par-dessus ses vêtements et nettoyait des graffitis sur un mur public dans le cadre de son travail d'intérêt général ordonné par le tribunal. L'humiliation sur son visage était visible même de loin alors qu'elle s'acharnait sous l'œil vigilant d'un superviseur strict. Son casier judiciaire pour vol d'identité était devenu une marque infamante qui l'empêchait de trouver un emploi décent dans le monde de l'entreprise qu'elle idolâtrait autrefois. Elle vivait actuellement dans un hôtel miteux à la semaine en périphérie de la ville, car aucun propriétaire respectable ne louerait à quelqu'un avec son passif de fraude. Les amis qu'elle avait l'habitude d'impressionner avec des dîners coûteux et des cadeaux de créateurs avaient disparu dès que l'argent s'était tari et que la vérité avait éclaté. Maman avait tenu parole et coupé tout contact, laissant Camille naviguer seule dans le dur hiver de sa vie. C'était une chute tragique, mais c'était un destin qu'elle s'était forgé avec chaque mensonge qu'elle a raconté et chaque euro qu'elle a volé à son propre neveu. Je suis passée devant elle sans ralentir, car j'ai réalisé que son parcours n'était plus ma responsabilité ni mon fardeau. Je suis retournée à la boulangerie où la cloche au-dessus de la porte a sonné pour accueillir une file de clients attendant mes pâtisseries. L'épuisement que je ressentais à la fin de la journée était maintenant une fatigue satisfaisante, celle qui vient de la construction de quelque chose qui m'appartient plutôt que de la survie à l'abus de quelqu'un d'autre. J'ai essuyé la farine de mes mains et j'ai souri en réalisant que j'avais enfin repris en main le récit de ma propre vie. Cette expérience m'a appris que la confiance aveugle est un poison dangereux qui peut vous détruire même lorsqu'il est servi par les mains de votre propre chair et de votre propre sang. La famille n'est pas un laissez-passer pour l'exploitation, et le véritable amour n'exige jamais que vous sacrifiez votre dignité ou le bien-être de votre enfant pour maintenir la paix.
J'ai appris que l'indépendance financière est la seule véritable forme de liberté et que fixer des limites fermes est le plus grand acte d'amour-propre que l'on puisse accomplir. Vous devez être votre propre héros, car attendre que quelqu'un d'autre vous sauve pourrait vous coûter tout ce que vous avez. Merci du fond du cœur d'avoir suivi mon parcours des profondeurs de la trahison à la lumière d'un nouveau départ. J'espère que cette histoire servira de puissant rappel pour vérifier vos documents financiers et ne jamais laisser personne contrôler votre histoire par la peur. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur la manière dont nous avons géré la situation. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires vraies.